Bonjour les amis. Alors, on va aborder maintenant un des sujets un des thèmes les plus compliqués du moïsme, à savoir le DNI. Donc le DNI que j'ai traduit dans une vidéo précédente par amour impartial, est donc le concept certainement le plus célèbre, le plus central du moïsme. Tout en fait les autres concepts découlent de celui-ci finalement, hein, si on analyse bien. Mais c'est aussi un des concepts les plus incompris du moïsme. Dans la fameuse tradition anglaise très mauvaise dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, il traduisait DNI par amour universel. C'est une traduction complètement stupide. Ça ne reflète pas du tout en fait euh, qu'est-ce que recouvre le concept de DNI chez Mozi. Alors si on regarde littéralement, euh, le caractère Dien veut dire double simultané, en même temps. Ça c'est le sens du caractère. Donc si on traduit littéralement, c'est l'amour double ou l'amour simultané. Alors, le thème de l'amour chez Mozi est abordé de deux points de vue différents. Du point de vue individuel et du point de vue collectif. Donc quand il parle du DNI, il en parle en fait sous ces deux angles de vue. Et il ne faut pas confondre les deux justement. Vous allez voir en fait. Le DNI n'a jamais voulu dire qu'il fallait aimer tout le monde. Il ne va pas aussi loin que le Christ à ce niveau-là, Mozi. Il ne va pas jusqu'à dire qu'il faut aussi aimer ses ennemis. Donc c'est pour ça, encore une fois, c'est là où on voit bien que toujours le Christ, par son incarnation, est venu compléter toutes les traditions primordiales pour établir quelque chose, en fait. C'est qu'il manque juste ça. On est très proche du christianisme, mais on n'y est pas encore tout à fait. Comme le masdéisme. Donc, je vais être obligé de parler du confucianisme. Dans le confucianisme, il était entièrement basé sur des relations de hiérarchie dans la société. Entre le mari et sa femme, entre l'aîné et le cadet, entre le seigneur et son prince. Voilà, donc c'est entièrement basé sur ça. L'idée, c'est que les affections, l'amour, en fait, dans le confucianisme, doit être donné de manière partiale, de préférence à certaines personnes par rapport à d'autres. Et essentiellement, évidemment, dans le noyau familial, hein, que tout ça se passe, évidemment. Quand Mozi parle d'un amour de Dian-ai, quand on dit amour universel, il n'est pas en train en fait d'abolir totalement les relations en fait d'affection du confucianisme. Seulement il modifie leur nature. Il n'y a pas de notion de réciprocité dans le confucianisme. Ou même si Confucius y pensait, dans les faits ça ne s'est pas manifesté comme ça du tout. En fait, dans le confucianisme, ce ne sont que des rapports de soumission. La femme est soumise à son mari. Le fils est soumis au père. Le cadet est soumis à l'aîné. Il leur doit le respect et il doit les honorer. Mais, de l'autre côté, comme il y a cette notion de soumission et de hiérarchie, il n'y a pas obligation de réciprocité. Ça, on le voit dans un passage des Analectes de Confucius, qu'on ne cite jamais, évidemment, parce que c'est un passage à chaque fois. Quand on était à la fac, il y avait deux trois potes où on était plutôt moïstes, et pour faire chier les confucéens, à chaque fois on leur sortait cette phrase. On leur sortait la loi ne monte pas jusqu'au prince. Sachant que les relations en fait familiales sont calquées sur la relation du sujet à son prince, du coup cette notion-là s'étend à toutes les relations dans le système confucéen. En gros, vous savez l'adage en français, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et bien ça peut résumer de manière simple le confucianisme. Tout le confucianisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est censé normalement
rendre une partie de cette affection, de cet honneur et de ce respect qu'on lui donne. Il est censé le faire, mais rien ne l'y oblige, car la loi ne monte pas jusqu'au prince. Ça veut dire que la loi ne s'applique pas, la loi ne monte pas, ne s'applique pas aux personnes qui sont au-dessus de la hiérarchie par rapport à la personne qui est en dessous. Donc c'est pas les mêmes lois, ils n'ont pas le droit de faire la même chose. Que va faire Mo-Tzu? Mo-Tzu, ce qu'il va dire, c'est qu'il va établir que, en fait, ce qui cause la destruction de la société, c'est précisément cela. C'est précisément le fait que les lois soient différentes suivant où est-ce qu'on est placé dans les hiérarchies de la société. C'est en ça que Moti est un des plus grands révolutionnaires de tous les temps. C'est un véritable révolutionnaire, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui a voulu transformer, chambouler totalement la société, parce qu'il a vu que ça allait pas. Et donc, c'est là où il va développer sa notion de Dien Ai, qui veut donc dire amour réciproque. Il précise d'ailleurs, parce que justement le problème de la langue chinoise classique, c'est que c'est la polysémie, c'est-à-dire qu'un caractère peut avoir plusieurs sens. C'est pour ça que Mo-Tzu précise qu'est-ce qu'il entend par Dien. Il utilise un autre caractère qui est Xiang. Et ce caractère Xiang, ça veut dire réciproque. Donc, Mo-Tzu laisse la hiérarchie en place. Il ne touche pas à la hiérarchie. Son univers, il ne remet pas en cause le principe monarchique, à savoir un empereur qui a des ministres. En dessous, après, vous avez donc les seigneurs, et en dessous les sujets des seigneurs, etc., etc. Il ne remet pas ça en cause. Seulement, il met en place que toute affection doit être réciproque. Moti a inventé la féodalité. Donc là, on parle d'un aspect. On parle d'un aspect donc du Dien Ai qui va donc être appliqué, vous voyez, au niveau individuel et de la famille. Et vous voyez, là pour l'instant, on en est là encore. Hein. Et la famille et le seigneur, on en est là. Après, donc, comme je vous l'avais expliqué, c'était donc une période de Jianguo qui était une période où il y avait donc des royaumes indépendants. Donc, quand il parle du Dien Ai dans le contexte des relations entre les royaumes, il n'en parle pas exactement de la même manière, ce n'est pas tout à fait le même concept que quand il en parle au niveau plus petit, au niveau de la cellule familiale, puis de la région et du seigneur. C'est pas tout à fait la même chose. On va dire que quand il parle de ça, c'est plus philosophique, c'est moins concret. Quand il parle à petite échelle, c'est vraiment parfaitement concret, la manière dont il parle du Dien Ai. C'est-à-dire qu'en fait, tout doit être réciproque. C'est-à-dire que le Seigneur doit autant aimer son sujet que le sujet aime son Seigneur. Que le père doit autant aimer son fils que son fils aime son père. Et que les deux, ils sont obligés. C'est pas laissé c'est pas laissé en fait à l'appréciation du père de famille. Parce que là, pour le coup, le père de famille, c'est un vrai pater familias dans le confucianisme. Le moïsme, il dit non, non, il n'y a pas de pater familias, il n'y a pas de statut. Tu as ton rôle de père, tu fais ton rôle de père, etc. Le fils a son rôle, la femme a son rôle, mais personne en fait n'est soumis à qui que ce soit. Chacun fait son rôle. Ils ne sont soumis qu'à une seule personne, même pas soumis d'ailleurs. C'est ça qui est très drôle. La seule chose à laquelle ils sont soumis, c'est au Tianji, la volonté du ciel, que je détaillerai dans une vidéo d'après. Même par rapport à l'empereur doit aimer réciproquement ses sujets. La seule chose donc à laquelle tout le monde est soumis, c'est le Tianji, la volonté du ciel. Voilà. Par contre, quand il parle du Tien Ai dans le contexte, on va dire, des relations entre royaumes, des relations internationales entre les différents royaumes, là on va se rapprocher un peu plus de l'amour chrétien. Vous allez voir pourquoi. Donc, pour parler de ça, il parle du principe, en fait, que si un État
attaque un autre État, c'est parce qu'il s'aime plus que l'autre État. Si un voleur cambriole une maison, c'est parce qu'il s'aime plus que la personne qui le cambriole. Et en redescendant comme ça, il dit donc que la cause de la société, du mal de la société, on en revient à ce que j'ai dit, à ce que j'ai dit avant. Vous voyez, en fait, on redescend. On redescend comme ça. Alors je fais une petite digression sur ça, c'est là qui est très intéressant, parce que c'est là où on voit que Mo Tzu, même s'il ne l'a pas théorisé et écrit, véritablement mis par écrit, c'est le principe de la dialectique. Mo Tzu était un excellent dialecticien, parce que c'est tout à fait la dialectique de Platon. Remonter jusqu'au principe et redescendre des principes. C'est vraiment le principe, c'est de la dialectique. Donc Mo Tzu avait compris la dialectique. Ce qui n'est pas du tout le cas de Confucius. Lisez les Analectes, vous n'allez pas avoir de dialectique dedans. D'ailleurs, il n'y a que chez Mo Tzu qu'on trouve de la dialectique. Partout ailleurs, c'est pas de la dialectique. Bon, là, ce serait trop long. Il faudrait faire une vidéo sur chacun des auteurs des autres écoles de philosophie, mais c'est pas intéressant, de toute façon. Mo Tzu, c'est le top. Il n'y a rien au-dessus. Donc, vous voyez comment il fait. Donc, il dit aussi qu'après, il redescend comme ça, et il dit donc que tout le problème vient des gens qui s'aiment plus que les autres. Et il va jusqu'au niveau de la famille. Si le père il s'aime mais il n'aime pas ses enfants, c'est le chaos. Et à ce moment-là, il dit que justement, pour qu'on arrête les conflits, il faudrait que on s'aime, qu'on aime l'autre autant que soi-même. On l'aime autant que soi-même. Donc il applique ce principe-là, le principe donc, que je vous ai détaillé avant, mais là, il l'applique par rapport aux autres royaumes. Donc, ce qu'il dit, c'est que si le voleur aime autant la personne qu'il va cambrioler que lui-même, il ne va pas le cambrioler. Et de même, si l'État aime autant, aime l'autre État comme lui-même, il ne va pas l'attaquer. Donc, là pour le coup, on retrouve le principe d'aimer ses ennemis. Mais c'est pas aimer ses ennemis de manière abstraite. Mo Tzu est très précis. C'est pas de manière abstraite. C'est d'aimer ses ennemis dans le but d'arrêter les guerres. Mais, comme je vous l'avais dit, il condamnait totalement la guerre offensive, l'expédition militaire. Mais par contre, il n'était pas pacifiste dans le sens où, si un État attaque, on se défend. Donc voilà. Mais il disait bien, les États, ils doivent s'aimer comme eux-mêmes. L'État doit aimer son État prochain comme lui-même. On retrouve évidemment ce concept-là au niveau que j'ai dit avant. Puisqu'on retrouve cette notion de réciprocité. Mais il n'y a pas la notion d'ennemi. Puisque Mo Tzu est un faf, hein. Il n'y a pas de problème, hein. C'est un putain de faf, hein. Je vous décrirai après, je vous détaillerai d'autres aspects de sa philosophie. C'est un faf, hein. C'est-à-dire que c'est clair que les assassins, les violeurs, tout ça, c'est extermination, mais totale, hein. Il n'y a pas de... Voilà, eux, on les aime pas. Mais par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en dehors de ceux qu'on zigouille, tous les autres, par contre, le but, c'est que tout le monde s'aime comme lui-même. Tout le monde s'aime comme lui-même, dans les relations interdépendances, et en étendant jusqu'à remonter au chef. Bah, ça a existé, ça, hein, chez nous, hein, ça s'est appelé le règne de Saint-Louis. Voilà pour la notion de Dien Ai. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ, de la DOS et Sainte Vierge Naki.